Quelle sorte d'animal est donc le capitalisme? Voilà la question que se pose la philosophe américaine Nancy Fraser au début des années 2020 lorsque paraît son ouvrage Le capitalisme est un cannibalisme. Née en 1947, elle a alors un long parcours derrière elle, ce qui lui permet d'apporter une réponse nouvelle à cette question qui, elle, ne l'est, disons-le franchement, pas tellement. Pour elle, le capitalisme a ceci de particulier qu'il ne s'agit pas seulement d'un système économique, mais aussi d'un système social, dans le sens où il s'immisce partout et dévore tout. Si vous avez l'impression de toujours manquer de temps pour vous, pour vos proches, de ne pas parfaitement maîtriser le fameux équilibre travail-perso, c'est normal, nous dit Nancy Fraser. Pour elle, le capitalisme sape les énergies nécessaires pour s'occuper justement de la famille et du foyer, pour soutenir la communauté, cultiver les amitiés, construire des réseaux politiques et forger des solidarités. Tout cela, c'est ce que Nancy Fraser appelle le travail du care, ce fameux mot qu'on a beaucoup de mal à traduire et qui n'est donc souvent tout simplement pas. Et donc on suit cette voie. Et bien sûr, Nancy Fraser, en féministe, a conscience que ce travail-là, de prise en charge des besoins vitaux, est effectué en vaste majorité par des femmes ou déléguées à d'autres minorités quand le marché du travail et donc le capitalisme, encore lui, l'exige. C'est donc la pensée très critique d'une philosophe atypique que nous allons découvrir dans ce dernier épisode de notre série consacrée aux pensées féministes du travail, en compagnie de notre invitée du jour, Marie Garot. Bonjour. Bonjour Aliette Ovine. Vous êtes maîtresse de conférences en philosophie sociale et politique à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et membre de l'Institut des sciences juridiques et philosophiques de la Sorbonne. On vous doit un ouvrage intitulé Politique au pluriel de la vulnérabilité, paru chez CNRS Éditions. C'était en 2018 et je vous propose d'écouter tout de suite la voix de Nancy Fraser. Le concept de travail est au centre de mon projet. Vous pourriez penser qu'en me concentrant sur cette notion, j'ai l'intention de retourner à un modèle familier, dépassé de la théorie critique. Si vous pensez cela, vous auriez tort. Mon but est de développer un nouveau paradigme capable de clarifier les problèmes les plus urgents, à la fois pratiques et théoriques, auxquels nous sommes confrontés au XXIe siècle. Je vais assurément beaucoup parler de travail et de capitalisme, mais pas au sens où votre grand-père l'entendait. Au contraire, mon but est de transformer notre compréhension de ces deux concepts et, à travers eux, repenser le fameux trio du genre, de la race et de la classe. On vient donc d'entendre la voix de Nancy Fraser. C'était en juin 2022. Elle entamait alors une série de 3 conférences intitulées Les 3 phases du travail capitaliste, dévoiler les liens cachés entre genre, race et classe. La traduction est de moi parce que sinon c'est en anglais, donc je ne veux pas m'aventurer là-dedans. Alors entrons dans le vif du sujet. Marie Garot, en quoi la vision du travail de Fraser n'est-elle justement pas celle de notre grand-père? Qu'est-ce qui fait l'originalité de sa vision du travail? Alors je dirais qu'en termes de conception du travail, elle a une conception relativement classique. Le travail, c'est l'ensemble des activités par le biais desquelles les êtres humains répondent à leurs besoins et reproduisent l'existence. Donc de ce point de vue-là, on est dans les clous. Non, par contre, effectivement, ce qu'elle cherche, je pense, à souligner dans cet extrait-là, c'est le fait que pendant très longtemps, on a limité le concept de travail, en tout cas dans la théorie critique moderne et contemporaine, depuis Marx, on s'est concentré sur le travail salarié, le travail exploité. Or, cela a conduit la théorie critique et les mouvements de gauche à se concentrer sur un conflit évidemment structurant des sociétés capitalistes qui est le conflit de classe, mais au détriment d'une certaine manière d'autres lieux de lutte qui se sont développés plus tardivement au XXe siècle, notamment la lutte féministe et les luttes antiracistes, mais qui sont aussi pour Fraser des luttes centrée sur le travail. Et c'est en ce sens-là qu'elle est originale. Et c'est pour ça qu'il y a donc ce fameux travail exploité, donc on va dire cette forme de travail peut-être plus classique qu'on connaît un peu davantage, notamment grâce à Marx. Et du reste, elle le dit d'ailleurs dans cette conférence, elle le dit, c'est pas parce que je vais beaucoup parler de travail que je vais m'en remettre uniquement à Marx ou que je vais uniquement me concentrer sur la notion de classe. Les deux autres concepts sont très importants pour moi. Et c'est en fait, ça correspond aussi à 2 autres formes de travail. Il y a donc ce fameux travail domestiqué et puis le travail exproprié. Ce sont 2 autres notions qu'elle développe. Qu'est-ce que ce travail peut-être exproprié parce que la notion d'expropriation aussi est très importante chez Fraser, on la connaît peut-être un peu moins. De quoi s'agit-il là, Marie Garot ?
Oui, alors en effet, donc elle va construire en fait une triade pour montrer que le travail ne se limite pas au travail exploité tel que l'a pensé Marx, même s'il constitue un point central de son analyse. Et donc elle reprend le geste de Marx, qui disait qu'il allait derrière la sphère des échanges, dans l'entre-secret de la production, découvrir donc le secret de l'accumulation capitaliste, à savoir l'exploitation. Et elle fait un geste analogue, mais en allant plus loin que Marx, selon elle, en montrant qu'en fait, derrière ou à côté de l'entre-secret de la production, il y a deux autres entre-secrètes. D'une part, l'expropriation et d'autre part, le foyer. Donc, à quoi correspondent deux types de travail qu'il s'agit maintenant de penser pour dépasser l'antinomie entre politique de classe et politique minoritaire. Et donc, ce travail, ces deux autres types de travail, ce sont d'une part ce qu'elle appelle le travail domestiqué dans ces conférences-là ou dans le capitalisme est un cannibalisme, le travail de reproduction sociale, et je pense qu'on y reviendra, mais également le travail exproprié qui correspond en fait à une forme de travail servile obtenu sous la contrainte, non rémunéré, et qui est très souvent un travail racialisé. Et historiquement, c'est d'abord un travail qui a été effectué dans les colonies, puis dans le cadre évidemment de l'esclavage de plantation aux États-Unis. Et c'est un travail qui correspond à une distinction statutaire entre, donc, si le travail, je dirais, exploité est fait par des travailleurs libres, entre guillemets. Oui, dans le sens où le marché du travail permet d'y entrer et d'en sortir. Voilà, exactement, et dans le sens où ils sont reconnus comme des êtres libres selon la loi, libres de vendre leur force de travail. En revanche, le travail exproprié est fait par des sujets dépendants, asservis, qui ne bénéficient ni de la citoyenneté juridique, ni de la citoyenneté sociale. Et donc, l'idée de Fraser, c'est qu'en réalité, le travail exploité sur lequel la théorie marxiste s'est concentrée a toujours eu comme condition de possibilité ces deux autres formes de travail qui ont été mises au jour et critiquées par les traditions antiracistes et féministes, que sont le travail exproprié et le travail domestiqué. Maintenant qu'on cerne un peu mieux cette vaste notion de travail qui finalement a donc trois faces chez Nancy Fraser, et avec toute cette réflexion autour de ce travail invisible et pourtant nécessaire, mais qui est donc sapé par le capitalisme. C'est une notion qui est très présente dans son dernier ouvrage. C'est le fameux Capitalisme est un cannibalisme, qui est sorti aux États-Unis en 2022, puis 2 ans plus tard dans la traduction française, et dont le sous-titre est Comment notre système dévore la démocratie, les liens sociaux et la planète. C'est important, Marie Garot, de dire là qu'il s'agit d'un de ses tout derniers ouvrages, finalement assez récent, si on le place sur l'ensemble de la carrière de Nancy Fraser, au tout début de son parcours. Et c'est important de revenir dessus aussi pour comprendre pourquoi Nancy Fraser s'intéresse au travail. Au tout début de son parcours, Nancy Fraser, c'est pas tellement ça qui l'intéresse, on va dire. C'est pas tellement ces questions-là. Elle a une autre construction philosophique, on va dire. Disons que c'est un point qui a été bien souligné par Estelle Ferrares, par exemple. Si on veut saisir la continuité du travail de Fraser, je pense que l'un des points centraux, et c'est ce que dit Estelle Ferrares, c'est qu'il faut voir la place qu'ont eu dans sa réflexion les luttes sociales dont elle a toujours été contemporaine. Et donc sa réflexion, qui d'un point de vue théorique s'inscrit dans le cadre de la théorie critique, donc une forme de réflexion qui vise à diagnostiquer les contradictions du présent pour en faire sortir des possibilités normatives non réalisées, et donc à partir de là, chercher à penser la justice sociale et l'émancipation. Donc elle s'inscrit théoriquement dans cette tradition-là, mais c'est une tradition qui, je dirais, commande à celui ou celle qui s'inscrit en son sein une attention toute particulière aux luttes sociales qui se déroulent à son époque. Et c'est vrai que quand Fraser commence à écrire dans les années 80, elle vient... alors, elle a fait une thèse de philosophie, mais elle a aussi passé beaucoup de temps avant sa thèse à militer dans des syndicats pour les droits civiques, dans des mouvements féministes, donc toutes les luttes des années 70 qui ont irrigué ce qu'on va appeler la New Left, la nouvelle gauche états-unienne, dont elle se revendique pleinement. Donc effectivement, la question du travail, quand elle commence à écrire dans les années 80, n'est pas
pas forcément centrale. Ce qui va la préoccuper plutôt, ce sont les notions d'espace public et de justice sociale. Donc elle est notamment inconnue pour avoir écrit un article très important, hein, qui revient sur le concept habermasien d'espace public, et puis également pour avoir élaboré une théorie de la justice sociale dans un contexte, là aussi, hein, qui est marqué à la fois par la montée en puissance dans l'espace public des luttes féministes, antiracistes, parallèlement, et peut-être un peu à la place d'eux, selon elle, les luttes de classe. Mais c'est intéressant, Marie Garot, cette idée que Nancy Fraser, finalement, tout au long de son parcours, pense à la fois les inégalités culturelles, symboliques, mais aussi les inégalités et les injustices socio-économiques. Est-ce qu'on peut dire d'elle que c'est finalement une philosophe qui a une pensée très concrète du monde, qui a presque une pensée de l'action, ou en tout cas qu'elle cherche vraiment à inscrire sa pensée dans le monde réel, entre guillemets? Oui, alors ça, je pense qu'on peut le dire effectivement de plusieurs points de vue. Donc déjà parce que elle a à cœur de théoriser, encore une fois, les injustes, enfin, j'allais dire les contradictions, mais c'est-à-dire en réalité les injustices, hein, qui structurent et qui caractérisent l'époque dans laquelle elle vit, et parce qu'elle conçoit l'activité philosophique comme une activité d'un certain point de vue engagée, c'est-à-dire qui œuvre aussi d'un point de vue conceptuel et normatif à l'émancipation. Donc c'est une philosophie qui se déploie en dialogue avec les luttes sociales et qui cherche aussi à offrir aux activistes, aux militants, aux militantes, voilà, des orientations pour l'action. Alors que va-t-il se passer? Puisqu'on l'a dit, Marie Garot, ce n'est pas forcément la question primordiale qui perce dans les années 80 chez Nancy Fraser. Que va-t-il se passer pour que dans les années, on va dire milieu des années 2000, et puis de façon de plus en plus concrète jusqu'à aboutir à cet ouvrage que je mentionnais en 2022, que va-t-il se passer pour qu'elle se saisisse vraiment de cette question du travail, et puis surtout du travail des femmes en féministe, parce qu'elle est aussi féministe? Quel va être le point de rupture, ou peut-être de bascule, pour qu'elle se dise: ça, c'est un sujet dont je dois me saisir? Alors, effectivement, donc pendant les années 90, hein, Fraser et 2000, elle est surtout occupée à la construction d'une théorie plurielle de la justice qui cherche à articuler la question de la redistribution, celle de la reconnaissance et celle de la représentation. Et en fait, la question du travail, je dirais qu'elle va devenir centrale, comme vous le dites, hein, à la fin des années 2000, dans le cadre d'une réflexion que va initier à ce moment-là Fraser autour de la question du capitalisme. Et je pense que il faudrait sans doute lui demander, mais je pense quand même que deux choses vont jouer un rôle majeur dans cette évolution de sa pensée. D'abord, bien évidemment, la crise financière de 2008, et puis les luttes très concrètes qu'elle va précipiter. Donc on vient de le dire, hein, Fraser, c'est une théoricienne qui a toujours eu une attention toute particulière aux luttes sociales de l'époque dans laquelle elle s'inscrit. Et effectivement, à partir de la fin des années 2000 et début des années 2010, on va voir éclore de nouvelles luttes au centre desquelles la question de la vie vivable et des conditions de la vie vivable devient centrale. Donc ça, je pense que ça va évidemment être important dans sa réflexion. Et puis, il y a aussi une réflexion, je dirais, de plus long terme. Alors, un aspect qu'on n'a pas mentionné de la pensée de Fraser, c'est que c'est quelqu'un qui évidemment a les yeux rivés sur le présent, mais cherche à historiciser la condition présente, à la remettre en perspective historique. Et elle le fait notamment avec le mouvement féministe. Donc elle a toujours été elle-même féministe, elle a toujours écrit en ayant à cœur les questions de genre et de justice de genre. Mais à la fin des années 2000, elle revient en fait sur la trajectoire qui a été celle des mouvements féministes de la deuxième vague, donc des années 70, pour montrer en fait qu'il y a eu un mouvement assez étrange qui s'est opéré, un mouvement de récupération finalement d'un certain nombre de revendications féministes qui ont été récupérées par le néolibéralisme, qui sont rentrées en convergence avec l'esprit néolibéral, qui est un esprit individualiste, d'une certaine manière anti-hiérarchique et anti-traditionnel. Et finalement, c'est aussi cette préoccupation pour le devenir des revendications féministes qui va la conduire, je pense, à renouer avec la question du travail, du capitalisme, du travail domestique, pour souligner que
les théoriciennes féministes doivent absolument se ressaisir de la question du travail. Et effectivement, c'est assez frappant. J'ai découvert en préparant cette émission un article que Nancy Fraser avait rédigé. C'était en 2005 dans Die Tage Zeitung, donc un journal en allemand. Et l'article s'intitulait, qui est plutôt une tribune en fait, et qui s'intitule Frauen denkt ökonomisch. Donc on pourrait traduire par femme pensée en termes économiques, point d'exclamation. Donc c'est une injonction. Et effectivement, elle revient sur toute cette histoire des différentes vagues du féminisme. Et elle est vraiment pas tendre, on va dire, avec certains mouvements et avec cette idée que certaines féministes ont finalement oublié de penser l'importance aussi des inégalités économiques, des inégalités très, très matérielles, pour qu'on arrive à bien la positionner finalement dans son féminisme. Est-ce que Nancy Fraser se rapprocherait d'une forme de féminisme matérialiste à la Christine Delphi, ou est-ce que c'est justement quelque chose dont elle veut se détacher parce que c'est déjà rentré dans le jeu du capitalisme quelque part? Alors, c'est une question compliquée parce que ça mobilise potentiellement beaucoup de distinctions. Mais non, je dirais que si on veut la situer, à mon avis, elle se définirait elle-même comme une féministe socialiste ou comme une féministe d'inspiration marxiste, comme beaucoup de féministes en fait des années 70. Mais après, c'est vrai que dans cette galaxie de féministes qui soulignent l'importance des conditions matérielles d'existence, des inégalités matérielles et économiques, il y a aussi des distinctions à faire. Les féministes matérialistes comme Christine Delphi ont la spécificité de poser l'existence d'un mode de production spécifique, un mode de production domestique qui définit le patriarcat et qui existerait parallèlement au mode de production capitaliste qu'a identifié Marx. Je pense que Fraser, elle se rapproche plus de ce qu'on appelle les féministes marxistes. Donc vous avez parlé notamment c'est ce que j'allais vous demander. Alors c'est un portrait en creux, voilà. négatif, mais tout ce qu'elle n'est pas, mais peut-on justement la rapprocher effectivement des Silvia Federici, Maria Rosa Dalla Costa? Est-ce que ça se rapproche de ce mouvement de Wages for Housework qui, elle aussi, et c'est exactement ce que dit Fraser dans son ouvrage, qui veut penser avec Marx, mais au-delà? Tout à fait. Alors effectivement, penser avec Marx et contre Marx, encore une fois, je pense que ça a défini la situation de beaucoup de féministes de la deuxième vague et le renouveau qui s'opère du côté du féminisme marxiste matérialiste aujourd'hui aussi. Mais oui, si on devait la situer dans cette constellation, elle est évidemment plus proche, à mon avis, des théoriciennes de la reproduction sociale ou des féministes marxistes que des féministes matérialistes, parce que ce que soutient Fraser, c'est que la hiérarchie de genre, la distinction de genre, elle est structurellement inscrite dans le fonctionnement du capitalisme. Bien sûr, elle existait auparavant, mais selon des modalités autres, et surtout, l'émergence du système capitaliste lui donne une intensité, une acuité nouvelle, si bien qu'on ne peut pas abolir le patriarcat sans abolir le capitalisme de son point de vue. Alors justement, on a compris la notion de travail chez Nancy Fraser, sa vision aussi, ou en tout cas ses liens avec le féminisme. Il faut revenir sur cette notion de capitalisme qui est quand même assez spécifique chez elle. Et pour cela, je vous propose d'écouter un extrait de son fameux ouvrage « Le capitalisme est un cannibalisme », où elle entend définir le capitalisme, mais selon ses propres termes. Capitalisme mérite pour le moins quelques clarifications sur le terme. Il sert habituellement à désigner un système économique fondé sur la propriété privée et les échanges marchands, le travail salarié et la production en vue de bénéfices. Mais cette définition trop étroite occulte la véritable nature du système au lieu de la révéler. Je soutiens ici que le mot capitalisme recouvre une réalité plus vaste. Un ordre sociétal qui permet à une économie fondée sur le profit de se repaître des composantes extra-économiques dont elle a besoin pour fonctionner, les richesses expropriées de la nature et des populations assujetties. Les multiples formes de travail de care, chroniquement sous-évaluées quand elles ne sont pas totalement niées. Les biens et pouvoirs publics dont le capital réclame à grands cris la réduction et tente de l'obtenir par tous les moyens. Ou encore, l'énergie et la créativité des travailleurs. Bien qu'elles n'apparaissent pas dans les bilans des entreprises, ces formes de richesse sont des conditions préalables essentielles au profit et aux gains qui y figurent. Véritables piliers de l'accumulation, elles sont, elles aussi, des éléments constitutifs de l'ordre capitaliste.
Un extrait du Capitalisme est un cannibalisme de Nancy Fraser, dont nous explorons aujourd'hui la pensée, et plus précisément la pensée du travail, en compagnie de la maîtresse de conférences en philosophie sociale et politique à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Marie Garot. C'est intéressant ce qu'on entend là dans cet extrait. Ce que dénonce Nancy Fraser, c'est finalement une forme de marchandisation du monde de façon globale, sous l'influence du capitalisme financier, entre autres. Et finalement, est-ce qu'on pourrait se dire, Marie Garot, que le travail domestique n'est qu'une victime parmi d'autres de ce processus à la fois économique et social? Alors, effectivement, le mouvement que Fraser essaie de critiquer, c'est ce qu'elle appelle le cannibalisme en réalité, hein. C'est-à-dire, c'est cette tendance du capitalisme à dévorer ses propres conditions de possibilité. Et pour comprendre en fait cette formule, il faut effectivement revenir à ce qu'elle explique au tout début de cet extrait, qui est cette idée que le capitalisme n'est pas réductible à un système économique, donc système économique fondé sur la propriété privée des moyens de production, le travail salarié, la recherche du profit, etc. Mais que le capitalisme est un ordre social institutionnalisé, ou un ordre sociétal dans la traduction française, c'est-à-dire une forme sociale qui repose sur toute une série d'institutions qui sont interdépendantes, mais néanmoins distinctes. Et l'économie capitaliste est une de ces institutions, mais par ailleurs, cette économie-là, elle dépend d'autres sphères qui sont des sphères non marchandes, hein, en réalité. Donc, par exemple, la sphère dans laquelle se déroule le travail reproductif, qui n'est pas réductible à la famille, mais qui comprend aussi bien les services publics, les formes de vie communautaire, etc., les activités associatives, les institutions politiques également, et puis la nature. Or, ce que souligne Fraser, c'est moins, à mon avis, un processus de marchandisation de ces zones-là qu'un processus de cannibalisation, d'épuisement des ressources que ces zones produisent. Alors, bien sûr... Et ça, Marie Garot, Oui. pardonnez-moi de vous interrompre, mais parce qu'on arrive un peu à l'acmer peut-être aussi de cette pensée-là, parce que finalement, un système qui s'auto-dévore, qui se cannibalise, ça mène aussi à une forme de paradoxe. C'est un paradoxe qu'elle a identifié, c'est ce paradoxe socio-reproductif du capitalisme. De quoi est-il question? Oui, alors effectivement, donc elle dit que le capitalisme repose sur 4 conditions d'arrière-plan. Donc, le travail reproductif, les institutions politiques, la nature et le travail exproprié. Et que, en réalité, c'est entre la production et ces différentes conditions d'arrière-plan de la production économique capitaliste, il existe des contradictions possibles. Et donc, une sorte de tendance, hein, finalement, latente et qui s'actualise tout particulièrement dans certains moments historiques donnés à la crise. Et donc, parmi ces contradictions ou paradoxes, elle identifie ce qu'elle appelle le paradoxe socio-reproductif, qui est le paradoxe suivant. D'un côté, la production capitaliste repose sur le travail reproductif. Le travail reproductif ou le travail de care, comme vous le disiez tout à l'heure, ce sont l'ensemble des activités par le biais desquelles on produit des sujets, un monde commun, des relations, des habitudes, des significations partagées. Donc c'est en réalité énormément de choses, donc des activités de socialisation et de subjectivation. Et si on reprend la conceptualité des théoriciennes de la reproduction sociale dont s'inspire ici Fraser, c'est un travail qui sert dans le système capitaliste à reproduire la force de travail qui est la plus précieuse des marchandises. Or, donc le capitalisme a besoin de ce travail. Mais en même temps, le capitalisme, à certains moments, parce qu'il est dans cette recherche constante d'accumulation du capital, va prendre ou piocher dans cette réserve de richesse pour accumuler davantage de capital. Ça va se marquer, par exemple, par l'enrôlement des femmes dans la force de travail productif ou dans la suppression des allocations de services publics dédiées à la reproduction sociale. C'est ça, Marie Garot, c'est très important, parce qu'on a dit que Nancy Fraser était une philosophe très concrète, très ancrée aussi dans le monde réel. En fait, c'est là aussi qu'on voit un lien très fort. Ce qu'elle observe, c'est aussi un manque de moyens, de ressources financières pour tous les secteurs du soin, tout ce qui concerne l'aide à la personne. Et ça va inspirer aussi cette
théorie. Elle parle même de crise du care. Est-ce que c'est vraiment la même chose? Est-ce que finalement, cette crise du care, Oui. c'est la crise du soin telle qu'on peut l'avoir dans les hôpitaux, dans l'aide à la personne? Alors, d'un point de vue très concret, oui, Bon. absolument. Donc là, en fait, la crise du care, donc c'est pas du tout une expression de Fraser en tant que telle, hein, c'est une expression qui circule beaucoup dans le monde anglo-américain et qui a plutôt été proposée au départ par ce qu'on appelle les théoriciennes du care, C'est ça. donc du soin, qui se différencient, je dirais, de Fraser par le fait qu'elles ne situent pas nécessairement leur réflexion dans le cadre d'une critique du capitalisme. Le propre vraiment de Fraser, c'est de renouer avec cette question de la crise du care en situant cette crise non pas simplement dans une forme sociale patriarcale qui aurait tendance à dévaluer systématiquement les activités féminisées, mais dans une forme sociale capitaliste qui invisibilise, pour ne pas le rémunérer, le travail reproductif. Et donc, cette crise, elle est structurelle dans le capitalisme pour Fraser, mais elle prend à certains moments historiques des formes d'intensité toutes particulières. Et c'est le cas dans le capitalisme financiarisé dans lequel nous sommes en ce moment, qui se caractérise encore une fois par le fait qu'il enrôle celles qui étaient classiquement les agentes de ce travail reproductif, les femmes, dans la force de travail, parce que les salaires sont extrêmement bas, parce qu'il faut maintenant pour chaque famille 2 revenus pour avoir de quoi vivre. Et dans le même temps, il supprime les financements qui avaient été mis en place dans le cadre du capitalisme fordiste en soutien à la reproduction sociale. Donc il définance les hôpitaux, il définance l'éducation, la prise en charge de la vieillesse, la prise en charge de l'enfance, etc. Donc ça, c'est effectivement ce qu'on constate et qu'elle appelle une Cette crise du fameuse- care oui. ou Et du reste, le mot care figure dans le titre anglais de son ouvrage Le capitalisme est un cannibalisme et ne figure pas dans la traduction française. Donc, c'est pas vraiment le concept de care non plus. Enfin, c'est pas exactement la même traduction. Il faut faire attention aussi pour ne pas faire rentrer Nancy Fraser dans le groupe des théoriciennes du care que vous connaissez très bien, Marie Garot, pour oui, l'avoir bien étudié. oui. Par ailleurs, Marie Garot, dernière question aussi, parce que c'est une chose que de critiquer l'intégralité du système, mais encore une fois, on a compris que Nancy Fraser voulait avoir une influence normative aussi. Qu'est-ce qu'elle propose très concrètement? Qu'est-ce qu'elle met sur la table pour améliorer la situation, ou en tout cas pour la rendre moins pénible? Et là encore, le mot pénible a une signification particulière. Oui, alors bon, elle propose des choses à plusieurs points de vue. D'abord, d'un point de vue stratégique, l'intérêt qu'il y a à penser le travail reproductif comme un travail, c'est notamment de montrer que toutes celles mais plutôt celles qui l'effectuent, font partie en réalité de la classe ouvrière. Donc c'est aussi une manière de montrer qu'il doit y avoir ce qu'on appelle une convergence des luttes en français, entre toutes celles et ceux que le capitalisme abîme, qui ne sont pas simplement les salariés exploités dans les entreprises, mais aussi toutes celles qui sont responsables du travail reproductif. Et puis, par ailleurs, celles et ceux qui sont chargés du travail exproprié, etc. Donc, c'est aussi une manière pour elle de montrer qu'il y a une base pour des alliances politiques possibles. Et puis d'autre part, c'est quelqu'un aussi qui a, depuis le début de sa carrière, insisté sur l'importance de démocratiser l'ensemble de la société. Et donc, il y a cette idée que nous devons collectivement reprendre le contrôle de l'organisation de la production et de la reproduction. Il faut alors imaginer un monde social dans lequel la vie des citoyens intègre le fait de gagner un salaire, la pratique du care, l'engagement communautaire, la participation politique, l'engagement dans la vie associative de la société civile, tout en laissant un peu de temps pour s'amuser. Voilà le programme de Nancy Fraser tel qu'elle le résume elle-même. Merci beaucoup, Marie Garot. Je rappelle que vous êtes maîtresse de conférences en philosophie sociale et politique à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et je rappelle également le titre de votre ouvrage, Politique de la vulnérabilité, paru aux éditions du CNRS en 2018. Et tout de suite, on retrouve l'économiste et professeur à l'INSEAD Business School et membre du Cercle des économistes, Alexandra Roulet, qui tire comme tous les lundis son fil de l'écho.